Quand j'ai épousé Mathieu, j'étais follement amoureuse, mais aussi prudente. Mon grand-père Vincent était décédé quelques mois plus tôt, me laissant 4 magnifiques appartements dans le Marais, un quartier historique et élégant de Paris. Depuis toute petite, je l'entendais dire « Certains cadeaux se savourent mieux en silence ». J'ai pris ce conseil très au sérieux. Je n'ai jamais parlé de mon héritage à Mathieu. Non pas que je n'avais pas confiance en lui, mais parce que j'avais besoin d'être sûre de ses intentions. Le jour où j'ai rencontré Mathieu semblait tout droit sorti d'un film. J'étais dans un café sur les grands boulevards, essayant de finir des rapports comptables, alors qu'il pleuvait des cordes dehors. Il est entré, trempé, ses cheveux noirs dégoulinant sur les épaules de sa chemise blanche. Il a commandé un café crème et s'est assis juste à la table d'à côté. Nos regards se sont croisés et, comme dirait ma grand-mère Carmen, quand le destin frappe à la porte, il vaut mieux lui ouvrir. Nous avons commencé à parler de la pluie, puis de livres, et sans m'en rendre compte, nous avions passé 3 heures à discuter comme si nous nous connaissions depuis toujours. Pendant nos fiançailles, Mathieu a toujours été attentionné et affectueux. Il m'emmenait dîner dans de petits restaurants à Saint-Germain-des-Prés, me surprenait avec des fleurs sans raison et écoutait mes histoires de travail avec un intérêt sincère. Tout semblait parfait, à un détail près. Sa mère, Hélène. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était lors d'un dîner de famille dans son appartement du 16e arrondissement, l'un des quartiers les plus exclusifs de Paris. Elle m'a accueillie avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et a scruté sans se cacher ma robe Sandro. « Alors comme ça, vous êtes comptable ?» dit-elle en servant un velouté de petits pois dans d'élégants bols en porcelaine de Limoges. Un métier pratique. Le ton avec lequel elle a prononcé « pratique » signifiait clairement pour elle « insuffisant ». Durant tout le dîner, Hélène n'a cessé de parler de famille, de bonne souche, et de mentionner nonchalamment combien de propriétés possédèrent ses amis du club de golf. Mathieu ne semblait pas s'en rendre compte, ou peut-être y était-il si habitué qu'il ne le remarquait plus. Malgré mes réserves sur Hélène, quand Mathieu m'a demandé en mariage 6 mois plus tard sur le pont des Arts, alors que le soleil se couchait sur Paris, j'ai dit oui sans hésiter. Je l'aimais, et je croyais que nous pourrions construire une vie ensemble, indépendamment de sa mère. Notre mariage fut petit et intime, dans une belle demeure de la vallée de Chevreuse. Nous n'avions invité que la famille proche et quelques amis. Ma meilleure amie Lucie, qui connaissait tous mes secrets, sauf celui des appartements, était mon témoin. La cérémonie était simple mais émouvante, sous un chêne centenaire orné de petites lumières et de fleurs de cerisier. Hélène, bien sûr, a tout fait pour que la journée soit tout sauf paisible. Elle est arrivée dans une robe rouge vif qui défiait toutes les traditions, a commenté que les fleurs semblaient achetées au marché et n'a cessé de me lancer des regards glaciaux pendant toute la célébration. Pendant le toast, elle a réussi à mentionner qu'elle espérait que son fils avait sagement choisi, me fixant droit dans les yeux en levant sa coupe de champagne. Malgré tout, j'ai souri toute la journée. J'avais survécu à de pires tempêtes dans la vie. Ma mère nous avait abandonnés quand j'avais 8 ans, nous laissant, mon grand-père et moi, nous débrouiller seuls. Lui, un homme veuf qui avait bâti son petit empire immobilier brique par brique depuis son arrivée d'un petit village de Bretagne, m'avait appris que la vraie force réside dans le fait de rester digne, même quand les autres tentent de vous rabaisser. Je n'allais pas laisser une femme comme Hélène gâcher mon jour spécial. Après le mariage, Mathieu et moi avons emménagé dans un petit appartement en location à Montmartre. Il insistait pour payer la plus grande partie du loyer, même si je gagnais presque autant que lui dans mon cabinet comptable. « C'est ce qu'un bon mari doit faire », disait-il, répétant sans s'en rendre compte les mots de sa mère. Je n'ai pas discuté. Je l'ai laissé penser que nos finances étaient exactement ce qu'elles semblaient être. Modestes, mais suffisantes. Les appartements de mon grand-père sont restés à mon nom, enregistrés au service de la publicité foncière de Paris. J'ai gardé les titres de propriété dans un coffre-fort à ma banque et n'en ai parlé à personne, pas même à Lucie. Mon grand-père m'avait appris la valeur du silence dans un monde où les gens parlent trop. Et Dieu merci, je l'ai écouté, car une semaine après le mariage, j'allais découvrir à quel point il avait eu raison. Je me souviens clairement de ce matin-là. J'organisais notre petit nid, accrochant quelques photos du mariage, quand le téléphone a sonné. C'était Hélène, disant qu'elle passerait prendre un café dans l'après-midi. Son ton faussement mielleux m'a immédiatement mise en alerte.
Pendant que je préparais des petits fours et du café, j'ai pensé aux mots que mon grand-père me répétait souvent pendant que nous vérifions les comptes de ses propriétés. Camille, ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier et ne laisse jamais personne savoir combien d'œufs tu as vraiment. Cet après-midi-là, en voyant Hélène franchir le seuil de notre porte avec un sourire calculateur, j'ai remercié profondément la sagesse de mon grand-père. Parce que parfois, le silence n'est pas seulement d'or, il est aussi un bouclier. Une semaine après notre mariage, Hélène a débarqué dans notre appartement sans prévenir. Il était 11h du matin un mardi, et j'avais pris ma journée pour finir de nous installer. La sonnette a retenti juste au moment où j'accrochais les nouveaux rideaux que nous avions achetés aux Galeries Lafayette pendant les soldes. En ouvrant la porte, je me suis retrouvée face non seulement à Hélène, mais aussi à un homme en costume sombre qui tenait une mallette en cuir et un dossier. Hélène était habillée comme si elle se rendait à un événement au Ritz, un ensemble crème de chez Maje, des perles qui brillaient sous la lumière du couloir, et un parfum si intense qu'il a inondé l'entrée, avant même qu'elle ne franchisse le seuil. « Camille, ma chérie », s'exclama-t-elle avec ce ton mielleux qu'elle réservait pour quand elle voulait quelque chose. Elle m'a fait 2 bises en l'air, près de mes joues, mais sans vraiment les toucher. Je te présente Maître Dubois, le notaire de la famille depuis des années. Il est venu nous aider avec quelques petites formalités, une tradition que nous avons quand quelqu'un de nouveau entre dans la famille Mendoza. Mon estomac s'est noué comme si j'avais bu du lait tourné. Mathieu était au travail, à son poste d'ingénieur dans une multinationale en périphérie de Paris, et ne rentrerait pas avant le soir. Hélène le savait parfaitement. Ce n'était pas un hasard si elle avait choisi ce moment pour sa visite. Quelle surprise, dis-je en gardant mon sang-froid. Je n'attendais pas de visite aujourd'hui. J'aurais préparé quelque chose. Oh, ne t'inquiète pas, ce sera rapide, répondit-elle, s'avançant dans le salon sans y être invitée. Le notaire la suivit avec des pas courts et méthodiques, comme un pion suivant sa reine sur un échiquier. Je leur ai offert du café pour gagner un peu de temps. Pendant que je préparais la cafetière à l'italienne dans la cuisine, j'entendais le bruit de papier se déployant sur notre table basse. Un cadeau de mariage de mes collègues. J'ai respiré profondément plusieurs fois, me souvenant des mots de mon grand-père. La peur est normale, Camille. C'est une alarme qui te prévient. Mais ne la laisse pas te paralyser. Je suis revenue avec un plateau, 3 tasses de café fumant et des macarons que j'avais achetés chez La Durée la veille. Hélène a à peine regardé la nourriture. Elle était trop occupée à organiser une pile de documents qu'elle avait sortis. Le notaire, en revanche, a pris un macaron avec un geste reconnaissant. « Camille », commença Hélène, en faisant glisser vers moi un dossier épais avec le logo d'une étude notariale sur la couverture. « Ce ne sont que quelques petites formalités pour s'assurer que tout est protégé, maintenant que tu fais officiellement partie de notre famille. Une simple formalité, rien d'inquiétant. » J'ai pris le dossier avec des doigts que j'essayais de ne pas laisser trembler. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à feuilleter les documents. Après des années à travailler en comptabilité, je savais lire entre les lignes des contrats et des accords légaux. Ce que j'avais devant moi n'était pas de petites formalités ni de simples formalités. C'était une modification de notre régime matrimonial vers la communauté universelle, avec plusieurs clauses qui accorderaient à Hélène une procuration sur nos biens communs, si quelque chose arrivait à son fils. Dans les dernières pages, j'ai même trouvé un document préparé pour l'éventuelle incorporation des biens futurs acquis par l'un ou l'autre des conjoints au patrimoine commun. C'était un filet de pêche légal, conçu pour attraper tout ce que je pourrais hériter ou acheter à l'avenir. J'ai levé les yeux et j'ai rencontré le regard d'Hélène, qui m'observait comme un faucon sa proie. Ce sourire, le même que j'avais vu au mariage, je le comprenais maintenant parfaitement. Ce n'était pas de la politesse. Ce n'était pas un accueil familial. C'était le geste d'une chasseresse qui croit sa proie acculée. « Hélène ?» dis-je en posant lentement les documents sur la table. Je ne savais pas que Mathieu et toi aviez une tradition de notaire surprise. Mathieu est-il au courant de ces documents ? Son visage se crispa, juste une seconde. C'était une confirmation suffisante. « Bien sûr qu'il l'est, » répondit-elle rapidement. Trop rapidement. C'est quelque chose que nous faisons dans la famille depuis des générations. Ma belle-mère m'a fait signer la même chose quand j'ai épousé Alphonse. C'est une façon de protéger le patrimoine familial. Le protéger de qui exactement ? Demandai-je en soutenant son regard. Le notaire s'agita inconfortablement sur son siège. Il prit un autre macaron et le grignota en silence.
visiblement habituée à ce genre de scène tendue dans les salons des autres. « Les incertitudes de la vie, ma chérie, » répondit Hélène avec un sourire qui n'essayait même plus de paraître chaleureux. « On ne sait jamais ce qui peut arriver dans un mariage. Les statistiques de divorce sont si élevées de nos jours. » Je me suis levée, sentant le sang bouillir sous ma peau, mais en maintenant un calme extérieur qui aurait rendu mon grand-père fier. « Maître Dubois, » dis-je en m'adressant au notaire, « je vous remercie de votre visite, mais je ne signerai aucun document aujourd'hui. J'ai besoin de consulter mon propre avocat d'abord. » Le notaire hocha légèrement la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. Hélène, pour sa part, posa sa tasse de café sur la table avec un coup sec. « Camille, ne sois pas dramatique. C'est une simple formalité que tout le monde dans la famille a signée. Je ne suis pas dramatique, Hélène. Je suis prudente. Et si tout le monde dans la famille l'a signé, alors il n'y a pas d'urgence. Je peux l'examiner tranquillement et le signer quand je serai sûre de comprendre chaque clause. » Son sourire disparut complètement. Elle se leva d'un mouvement brusque et ramassa les documents, les remettant dans le dossier. « Comme tu voudras, » dit-elle froidement. « Mais Mathieu sera très déçu. Il espérait que tu comprendrais l'importance des traditions familiales. »« Je suis sûre que Mathieu comprendra l'importance de la transparence dans un mariage, » répondis-je en les accompagnant vers la porte. « D'ailleurs, j'adorerais qu'il m'explique personnellement ses traditions familiales. » Hélène s'arrêta sur le seuil et me regarda droit dans les yeux. « Tu signeras, » dit-elle, et sa voix sonnait comme une menace à peine voilée. « Tout le monde le fait, ma chérie. Tout le monde finit par signer. » Je leur ai fermé la porte et me suis appuyée contre elle, sentant mes jambes finalement céder au tremblement que j'avais contenu. J'ai respiré profondément plusieurs fois, essayant de me calmer. Puis je suis allée à la cuisine, j'ai sorti une bouteille de Bordeaux que nous avions ramenée de notre lune de miel, et je me suis servi un verre généreux. En buvant lentement, regardant par la fenêtre les rues pavées de Montmartre, j'ai pris une décision. Le soir même, j'irai à la banque pour vérifier les titres de propriété des appartements. J'avais besoin de me protéger. Et vite. Le vin avait un arrière-goût amer dans ma bouche. Ou peut-être était-ce le goût de la déception. À peine une semaine de mariage, et j'avais déjà l'impression d'être entrée dans un champ de mine. Mathieu était-il vraiment au courant de ces documents? Ou Hélène agissait-elle de son propre chef? Quoi qu'il en soit, je ne pouvais plus faire confiance aveuglément. Ce soir-là, quand Mathieu est rentré du travail, je n'ai pas mentionné la visite de sa mère. Je voulais voir s'il le ferait en premier. Nous avons dîné d'un bœuf bourguignon que j'avais préparé en suivant la recette de mon grand-père. Nous avons parlé de sa journée au bureau. Nous avons regardé un épisode de notre série préférée blottie sur le canapé. Rien. Pas un mot sur des documents ou des traditions familiales. Cette nuit-là, alors qu'il dormait profondément à côté de moi, je suis restée éveillée à regarder le plafond. Les voitures passaient occasionnellement dans la rue, projetant des lumières qui dansaient sur les murs de notre chambre. À ce moment-là, j'ai su que mon grand-père avait eu raison depuis le début. Certains cadeaux sont mieux gardés en silence, et certains secrets sont, en réalité, des murailles de protection. Le lendemain, j'ai demandé à partir plus tôt du travail. Ma chef, Marthe, une femme pratique d'une 50aine d'années qui avait survécu à 2 divorces et à la crise économique sans perdre son sens de l'humour caractéristique, m'a regardé par-dessus ses lunettes à monture rouge. « Tout va bien avec le jeune marié ?» demanda-t-elle en signant ma demande. « Parfaitement », ai-je menti avec un sourire. « J'ai juste quelques démarches à faire à la banque. » Ce n'était pas tout à fait un mensonge. À 15h, j'étais devant la BNP Paribas de la rue de Rivoli, respirant profondément avant d'entrer. Le coffre-fort que j'avais loué était à mon nom, un cadeau que mon grand-père m'avait fait pour mes 18 ans. « Pour que tu y gardes tes trésors », m'avait-il dit en me faisant un clin d'œil. À l'époque, j'avais pensé qu'il parlait de bijoux ou de souvenirs sentimentaux. Maintenant, je comprenais qu'il parlait de quelque chose de bien plus précieux, mon indépendance. L'employé de la banque m'a accompagnée dans la salle des coffres, m'a laissée seule avec ma boîte métallique et a fermé discrètement la porte derrière lui. Mes mains tremblaient légèrement pendant que j'introduisais la clé. À l'intérieur, en plus des titres de propriété des 4 appartements, j'ai trouvé une lettre scellée de mon grand-père que je n'avais jamais vue auparavant. Je l'ai ouverte avec soin. « Ma chère Camille », commençait-il avec son écriture précise et légèrement inclinée, « si tu lis ceci, c'est que tu as besoin de te rappeler quelque chose d'important. Ce dont tu as hérité n'est pas seulement de la brique et du ciment, c'est la liberté de choisir,
de te tromper, de te relever. Ne laisse jamais personne te prendre cela, même par amour, surtout par amour. Les larmes ont embué ma vision un instant. J'ai séché mes yeux avec le dos de ma main, et j'ai continué à lire. J'ai laissé des instructions à mon avocat, Maître Renaud, pour qu'il t'assiste si jamais tu en as besoin. C'est un homme bon qui connaît la valeur du silence et de la précision. Comme toi, ma petite comptable. La lettre se terminait par sa signature et un post-scriptum. Souviens-toi que la vraie richesse n'est pas de posséder, mais de savoir que tu peux te débrouiller seul. Je t'aime, ton grand-père. J'ai gardé la lettre dans mon sac et j'ai pris les titres de propriété des appartements. J'ai fait des copies certifiées de tout à la banque même, payant un supplément pour le service urgent. Puis, au lieu de rentrer chez moi, j'ai pris le métro jusqu'à Montparnasse et de là un bus jusqu'au quartier latin. Maître Renaud avait son cabinet dans un immeuble moderne près de la faculté de droit, où il donnait parfois des cours. C'était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants et aux lunettes d'écaille, qui lui donnait un air d'intellectuel distrait. Il m'a reçu sans rendez-vous, me reconnaissant immédiatement bien que nous ne nous soyons pas vus depuis des années. « Camille, la petite fille de Vincent, » dit-il en me voyant entrer. « Tu ressembles de plus en plus à ta mère. » C'était la première fois depuis des années que quelqu'un mentionnait ma ressemblance avec ma mère, qui était partie au Canada avec un homme d'affaires quand j'avais 8 ans, ne laissant qu'une brève note et aucune adresse de contact. « Merci de me recevoir sans préavis, Maître Renaud, » dis-je en m'asseyant en face de son bureau rempli de livres et de papiers organisés dans un chaos que lui seul semblait comprendre. « Ton grand-père m'avait dit que tu viendrais un jour, » répondit-il avec un sourire affable. Bien que j'espérais que ce serait dans des circonstances plus heureuses. Je lui ai tout raconté. Le mariage, Hélène, les documents qu'elle voulait que je signe. Il ne m'a pas interrompu une seule fois, prenant des notes occasionnelles dans un carnet en cuir usé. Quand j'ai eu fini, il a enlevé ses lunettes et les a nettoyées soigneusement avec un mouchoir avant de parler. « Vincent était un homme sage, » dit-il finalement. « Il a vu venir cela de loin. C'est pourquoi il a structuré ton héritage comme il l'a fait. »« Que voulez-vous dire ?» demandai-je, intriguée. « Les appartements ne sont pas seulement à ton nom, Camille. Ils sont protégés par une fiducie-sûreté que Vincent a établie avant de décéder. Ils sont techniquement à toi, mais avec des clauses spécifiques qui empêchent leur transfert à des tiers sans un processus juridique complexe qui inclut ton consentement explicite, vérifié par un notaire indépendant et examiné par un juge. Mon grand-père, l'homme qui avait à peine terminé l'école primaire dans son village breton, avait construit une forteresse légale autour de mon héritage. De plus, continua Maître Renaud, il y a un détail supplémentaire. Vincent a inclus une clause qui stipule que toute tentative de coercition ou de manipulation pour transférer la propriété pourrait entraîner l'intervention de la fiducie par un conseil d'administration qui inclut son ancien associé, Jacques, et moi-même. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement d'être protégé, tristesse que mon grand-père ait prévu que j'aurais besoin de cette protection. « Maître Renaud, j'ai besoin de savoir exactement quoi faire maintenant, » dis-je avec détermination. Si Hélène revient avec ses documents, ou si elle essaie de convaincre Mathieu de me faire pression pour les signer, nous avons passé les 2 heures suivantes à examiner des stratégies. Maître Renaud a rédigé une déclaration formelle de propriété exclusive, notariée et prête à être présentée si nécessaire. Il m'a aussi expliqué mes droits exacts et les limitations légales auxquelles se heurterait quiconque tenterait de réclamer une partie de mon héritage. « Souviens-toi, » dit-il en me raccompagnant à la porte au crépuscule. La meilleure défense est souvent celle que tu n'as jamais besoin d'utiliser. Vincent voulait que tu aies des options, pas que tu entres en guerre. Je suis rentrée à la maison avec un dossier discret, mais rempli de documents puissants. J'avais l'impression de porter un bouclier invisible. Mathieu était déjà là, préparant une quiche lorraine pour le dîner. Il m'a embrassée distraitement et m'a demandé comment s'était passée ma journée. Je lui ai dit que ça avait été une journée normale au bureau, et le mensonge a glissé facilement entre mes lèvres. Je me suis demandé combien de mensonges avaient glissé entre les siennes pendant notre relation. Ce soir-là, pendant que nous faisions la vaisselle ensemble, il m'a dit que sa mère viendrait déjeuner avec nous dimanche. Elle a quelque chose d'important à discuter, dit-il nonchalamment, comme quelqu'un qui mentionne qu'il va pleuvoir demain. Quelque chose comme quoi ? Demandai-je, essayant de garder ma voix normale tout en essuyant un verre. Je ne sais pas exactement. Quelque chose sur des papiers de famille, ou un truc comme ça. Elle dit que c'est la tradition.
Il haussa les épaules, mais ne me regarda pas dans les yeux. À ce moment-là, j'ai su qu'il était au courant de tout. Le dimanche est arrivé trop vite. Je me suis levée tôt et j'ai préparé un bœuf bourguignon, le plat préféré de mon grand-père. C'était ma petite façon de le sentir près de moi, de me souvenir de qui j'étais et d'où je venais, alors que je me préparais pour la bataille qui s'annonçait. Hélène est arrivée ponctuellement à 13h, habillée comme si elle allait à un déjeuner à l'ambassade, plutôt qu'au petit appartement de son fils. Cette fois, elle venait seule, sans le notaire, mais avec un sac à main Chanel qui semblait rempli de papier. « Quelle odeur délicieuse !» s'exclama-t-elle en entrant, bien que son nez se plissât légèrement en identifiant le plat. Hélène était du genre à considérer le bœuf bourguignon comme un plat de paysan. Nous avons déjeuné avec une conversation forcée sur le temps, les voisins bruyants de l'étage et le dernier scandale politique qui dominait les journaux. Finalement, après le dessert, une tarte tatin que j'avais achetée à la pâtisserie du coin, Hélène a sorti son dossier. « Bon, mes chers, maintenant que nous sommes tous détendus et contents, que diriez-vous de régler cette petite affaire en suspens ?» Sa voix était douce comme du sirop d'érable, mais ses yeux étaient froids comme l'acier. Mathieu hocha la tête, évitant de me regarder. « Oui, maman, je pense que c'est le bon moment. » J'ai senti une pointe de trahison si aiguë qu'elle m'a presque coupé le souffle. Mais je m'y étais préparée. Je me suis levée et je suis allée chercher mon propre dossier, que j'avais caché parmi les livres de cuisine. Quand je suis revenue, Hélène étendait ses documents sur la table de la salle à manger, comme un général déployant des cartes avant une invasion. « Avant de commencer avec ça, dis-je calmement, il y a quelque chose que je pense que nous devrions clarifier. » J'ai sorti les titres de propriété des appartements et les ai posés sur la table un par un. J'ai hérité de ces 4 appartements de mon grand-père. Ils sont entièrement payés, enregistrés à mon nom et protégés par une fiducie privée. Aucun d'eux n'est un bien matrimonial. Le visage d'Hélène s'est décomposé. Son sourire s'est évaporé comme de l'eau dans une casserole chaude. Mathieu regardait les papiers comme si c'étaient des fantômes matérialisés sur notre table. « 4 appartements ?» demanda-t-il finalement, sa voix à peine audible. « Tu as eu 4 appartements tout ce temps et tu ne m'as rien dit ?»« C'est exact, » répondis-je sans quitter des yeux Hélène, dont le visage était passé de la stupéfaction à la fureur en quelques secondes. « C'est absurde, » lança-t-elle, reprenant contenance. « Pourquoi cacherais-tu une chose pareille à ton propre mari ? Quel genre de mariage commence par des secrets ? Le même genre de mariage qui commence par des embuscades légales, Hélène, répondis-je avec un calme que je ne ressentais pas. Ou vas-tu me dire que ces documents que tu apportes ne sont pas une tentative de me faire signer le transfert de mes biens sans que je puisse consulter correctement un avocat ? Le silence qui a suivi était si dense qu'on aurait presque pu le toucher. Personne n'a parlé pendant un long, délicieux moment. Finalement, Mathieu a rompu le silence. « Tu aurais dû me le dire, » dit-il. Et il n'y avait pas de reproche dans sa voix, juste une confusion authentique qui m'a presque fait douter. Presque. « Comme tu m'as parlé de ces documents, » demandai-je, en désignant le dossier d'Hélène, « ou de cette tradition familiale, de transférer tous les biens personnels à peine 1 semaine après le mariage. » Hélène se leva brusquement, faisant tinter les couverts sur la table. « C'est une trahison, » s'exclama-t-elle en agitant un doigt accusateur vers moi. « Tu es entrée dans cette famille avec des mensonges et des tromperies. » J'ai eu envie de rire de l'ironie, mais je me suis retenue. Au lieu de cela, j'ai maintenu ma posture ferme, respirant profondément comme me l'avait appris ma professeure de yoga au cours du mercredi après-midi au centre social du quartier. Non, Hélène, je suis entrée dans cette famille avec prudence. Et il semble que j'ai eu raison d'être prudente. Mathieu continuait de regarder les titres de propriété, tournant les pages avec des doigts tremblants, comme s'il s'attendait à ce que les documents disparaissent ou se transforment en autre chose. La valeur cadastrale des 4 appartements réunis dépassait largement le 1 million d'euros, une somme qu'il n'attendait clairement pas. « Où sont ces appartements ?» demanda-t-il finalement, sa voix un étrange équilibre entre la confusion et quelque chose qui sonnait dangereusement comme de la cupidité. « Un dans le Marais, un autre près du parc Monceau, le 3e à Saint-Germain-des-Prés et le 4e à Montmartre, » répondis-je, en montrant les adresses sur les documents. Celui du Marais a été le premier que mon grand-père a acheté, quand il est arrivé à Paris de Bretagne dans les années 50. Les autres, il les a acquis tout au long de sa vie. Hélène,
qui avait examiné les papiers par-dessus l'épaule de son fils, émit un son entre un reniflement et un rire. « Et je suppose que maintenant tu t'attends à ce que nous croyions que tu as simplement oublié de mentionner ses propriétés ?» dit-elle avec du venin dans la voix. « Comme c'est pratique. » Mathieu leva les yeux des papiers et, pour la première fois depuis le début de cette confrontation, me regarda droit dans les yeux. « Pourquoi, Camille? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Il y avait tant de réponses possibles à cette question. J'aurais pu lui parler du conseil de mon grand-père. J'aurais pu lui parler de mes peurs et de mes insécurités. J'aurais pu lui rappeler comment sa mère m'avait toujours fait sentir que je n'étais pas assez bien pour son fils. Mais en regardant ses yeux que je croyais connaître si bien, j'ai choisi la vérité la plus simple, parce que j'avais besoin d'être sûre. « Sûre de quoi ?» insista-t-il. « De toi, de nous, que tu m'aimais pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. » Hélène laissa échapper un rire sec. Quel mélodrame. Comme si Mathieu avait besoin de ton argent. Les Mendoza ont leur propre patrimoine. Alors pourquoi tant d'insistance pour que je signe des documents visant à transférer mes biens ? Contre-attaquai-je en me tournant vers elle. Si mon patrimoine ne vous intéresse pas, pourquoi le notaire surprise ? Pourquoi les clauses cachées pour transférer les propriétés futures ? Le silence retomba sur la pièce. Mathieu regarda sa mère, puis moi, et de nouveau sa mère, comme s'il regardait un match de tennis particulièrement intense. « Maman, dit-il finalement, de quoi parle Camille ?» Le visage d'Hélène se tendit, mais elle garda son sang-froid avec l'habileté de quelqu'un habitué à sauver les apparences à tout prix. Ce sont des clauses standards, chérie. Rien d'inhabituel, juste des protections familiales normales. Normales ? Je me levai et cherchai dans mon dossier, sortant les documents que j'avais préparés avec Maître Renaud. Est-ce normal d'inclure une clause qui te donnerait une procuration sur nos biens si quelque chose arrivait à Mathieu ? Est-ce normal d'exiger que toute propriété future passe automatiquement au patrimoine familial sans mon consentement explicite ? J'ai étalé les papiers devant Mathieu, avec les clauses pertinentes surlignées en jaune fluorescent, une gracieuseté de Maître Renaud, qui avait passé des heures à analyser chaque mot des documents originaux. L'expression de Mathieu passa lentement de la perplexité à la compréhension, et finalement à quelque chose qui ressemblait à de l'indignation. Mais il n'était pas clair vers qui cette indignation était dirigée. « Maman, est-ce que c'est vrai ?» Hélène ramassa ses papiers, avec des mouvements brusques, les remettant dans son sac Chanel. Tout ceci est un malentendu. Ce sont des documents que le notaire a préparés en suivant le modèle traditionnel de la famille. Clairement, ta femme a mal interprété les clauses légales. Elle est comptable, après tout, pas avocate. En fait, intervins-je, j'ai consulté un avocat. L'avocat de mon grand-père, pour être exact. Et selon lui, ces documents constituent une tentative assez agressive d'appropriation de biens. Les yeux d'Hélène se plissèrent. « Tu as parlé à un avocat dans notre dos ? Comme tu as amené un notaire dans le mien ?» répondis-je, en gardant un ton calme qui contrastait avec l'agitation croissante d'Hélène. Mathieu passa une main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait quand il était particulièrement stressé. Je l'avais vu faire la même chose lorsque nous discutions de l'appartement à louer, lorsque son patron lui avait refusé une promotion, et la nuit avant notre mariage. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-il finalement en se levant de table. « C'est trop. » Hélène a immédiatement saisi l'occasion. « Bien sûr, chérie, c'est beaucoup à digérer. Ta femme t'a caché des informations cruciales, et maintenant elle accuse ta propre mère d'avoir de mauvaises intentions. Tu as besoin de temps pour voir les choses clairement. » Je me suis mordu la langue pour ne pas répondre. C'était le moment pour Mathieu de décider de quel côté il était, et je ne voulais pas l'influencer avec plus de mots ou d'accusations. Mathieu quitta la salle à manger, et j'entendis la porte de la salle de bain se fermer. Le robinet s'ouvrit, il se rafraîchissait probablement le visage. Hélène et moi sommes restés seuls, nous regardant comme deux joueuses d'échecs évaluant le plateau après des mouvements inattendus. « Tu es plus maligne que je ne le pensais », dit-elle finalement, baissant la voix pour que Mathieu ne puisse pas nous entendre depuis la salle de bain. « Mais ça ne change rien. Il reste mon fils. »« Je n'ai jamais remis cela en question, » répondis-je tranquillement. « J'ai seulement remis en question tes intentions envers moi et mon patrimoine. Ce patrimoine devrait bénéficier à la famille, à mon fils, et ce sera le cas. En tant que mon mari, Mathieu profitera des bénéfices de mon héritage. Mais les appartements resteront miens, comme mon grand-père le voulait. » Hélène prit son sac et se leva. « Ce n'est pas fini, Camille. »« Je sais, » répondis-je. «
Mais au moins, maintenant, nous jouons cartes sur table. Quand Mathieu est revenu, Hélène était déjà à la porte, enfilant son manteau avec des mouvements raides. « Je pars, mon fils. Appelle-moi quand tu auras éclairci tes idées. » Mathieu hocha la tête, distrait, et l'accompagna jusqu'à la porte. J'ai entendu des murmures, probablement de dernières instructions ou conseils de mère à fils, puis le bruit de la porte qui se ferme. Quand il est revenu dans la salle à manger, Mathieu semblait avoir vieilli de 10 ans. Il s'est laissé tomber sur sa chaise et a regardé les titres de propriété qui étaient toujours sur la table. « 4 appartements, murmura-t-il, comme s'il ne pouvait toujours pas y croire. Tout ce temps à vivre dans un appartement en location, et tu avais 4 appartements. Nous n'avons jamais eu de problème pour payer le loyer, ai-je souligné. Et cet appartement, nous l'avons choisi ensemble parce que nous aimions le quartier, la lumière du matin dans la chambre, la boulangerie du coin. Ce n'est pas la question, et tu le sais. Il avait raison, bien sûr. La question était la confiance, ou plutôt, le manque de confiance. Des deux côtés, apparemment. Je ne savais pas comment te le dire, ai-je admis. Au début, j'ai pensé que c'était trop tôt, que nous nous connaissions à peine. Puis, après avoir rencontré ta mère, j'ai senti que j'avais besoin de me protéger. Mathieu leva brusquement les yeux. De ma mère ou de moi? Honnêtement, je n'étais pas sûre. Cette réponse a semblé le frapper comme un coup de poing. Il s'adossa à sa chaise, s'éloignant de moi comme si j'avais avoué un crime terrible. « Tu sais ce qui est le pire ?» dit-il après un long silence. « C'est qu'après avoir vu ces documents que ma mère a apportés, je comprends parfaitement pourquoi tu n'as pas eu confiance en nous. » C'était la première admission qu'il y avait quelque chose de fondamentalement mauvais dans ce qu'Hélène avait essayé de faire. Une petite victoire, mais importante. « Étais-tu au courant de ces documents ?» demandai-je, ayant besoin de confirmer mes soupçons. Mathieu soupira profondément. « Je savais que ma mère voulait que tu signes quelque chose en rapport avec les biens matrimoniaux. Elle m'a dit que c'était la même chose qu'elle et mon père avaient signé, la même chose que mes grands-parents avaient signé, une tradition pour protéger le patrimoine familial. Mathieu ne m'a pas défendu. Il n'a pas grondé sa mère. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il a juste regardé les documents, puis moi, et a dit « Tu aurais dû me le dire. » Pas un « Pourquoi n'as-tu pas eu confiance en moi ?» Pas un « Ça va ?» Juste ça. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais épousé un homme qui mesurait la valeur en propriété, pas en amour. Les jours suivants furent comme vivre dans une maison de glace. Mathieu partait travailler tôt et rentrait tard. Quand nous nous croisions pour dîner, la conversation était superficielle et tendue. Nous dormions dos à dos, avec un abîme invisible entre nous malgré le partage du même matelas. Un après-midi, en rentrant du travail, j'ai trouvé Lucie qui m'attendait au café du coin. Nous nous étions rencontrés à l'université, et depuis, elle avait été mon soutien inconditionnel. Avec ses cheveux bouclés toujours en désordre et ses énormes lunettes rouges, elle avait l'air d'une professeure d'université distraite, bien qu'elle soit en réalité une avocate redoutable spécialisée en droit pénal. « Tu as une tête à avoir besoin de quelque chose de plus fort qu'un café, » dit-elle en me voyant, désignant le verre de vin rouge qu'elle avait déjà commandé pour moi. Je me suis effondrée sur la chaise en face d'elle, et j'ai pris une longue gorgée avant de parler. Mon mariage s'effondre, et ça fait à peine 1 mois que nous sommes mariés. Je lui ai tout raconté. Les appartements, Hélène, les documents, la confrontation. Lucie a écouté sans interrompre, haussant juste les sourcils de temps en temps ou hochant la tête avec compréhension. « Ton grand-père était un homme sage, » dit-elle quand j'ai eu fini. Exactement les mêmes mots que Maître Renaud avait utilisés. « Et tu es plus forte que tu ne le crois. » « Je ne me sens pas forte, » ai-je avoué. « Je me sens trahie. Et le pire, c'est que je ne sais pas qui m'a le plus trahi. Si c'est Hélène avec ses manipulations, ou Mathieu avec son silence. » Lucie prit une gorgée de son vermouth, réfléchissant. Le silence en dit plus que les mots, Camille. Et le silence de Mathieu est assourdissant. Ce soir-là, quand je suis rentrée à l'appartement, Mathieu était assis sur le canapé, un verre de cognac à la main, et le regard perdu par la fenêtre. La télévision était éteinte, chose inhabituelle pour lui, qui avait l'habitude d'avoir besoin d'un bruit de fond constant. « J'ai réfléchi, » dit-il sans me regarder, alors que je posais mes clés dans le bol en céramique près de la porte. « Peut-être qu'on devrait faire une pause. Je n'ai pas été aussi surprise que j'aurais dû l'être. D'une certaine manière, je m'y attendais depuis la confrontation avec Hélène.
Une pause pourquoi exactement ? Demandai-je, en m'asseyant dans le fauteuil en face de lui, gardant ma voix aussi neutre que possible. Pour réfléchir, pour clarifier ce que nous voulons de ce mariage. Et toi, que veux-tu, Mathieu ? Il me regarda enfin, et je vis quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais remarqué auparavant. Un calcul froid, une évaluation, comme s'il faisait des comptes dans sa tête. Je veux de la sincérité. Je veux savoir que je peux faire confiance à la personne avec qui je partage ma vie. J'ai failli rire. L'hypocrisie était si flagrante que ça en faisait mal. Et moi alors ? Ne méritais-je pas aussi la sincérité ? Ne méritais-je pas de savoir que mon mari ne conspire pas avec sa mère pour me prendre ce qui m'appartient ? Personne ne voulait te prendre quoi que ce soit, répondit-il, bien que sa voix manquât de conviction. C'était juste une formalité pour protéger la famille. Non, Mathieu, c'était une tentative de contrôler mes biens. Tu sais ce qui est le plus triste ? C'est que si tu m'avais demandé directement ma situation financière, je te l'aurais probablement dite. Mais tu n'as jamais demandé. Tu as supposé que je n'avais rien. Tu n'as jamais rien dit, insista-t-il sur la défensive. Toi non plus, tu n'as rien dit sur ces documents que ta mère a préparés. La différence, c'est que mes secrets ne protégeaient que moi. Les tiens étaient conçus pour me nuire. Mathieu finit son cognac d'un trait et posa le verre sur la table basse avec plus de force que nécessaire. Ma mère voulait seulement le meilleur pour tout le monde. Ta mère voulait le meilleur pour toi et pour elle. Je n'entrais pas dans cette équation, sauf comme une menace potentielle à contrôler. Il se leva brusquement et alla se servir un autre cognac au meuble bar que nous avions acheté au marché aux puces de Saint-Ouen. C'était une pièce des années 50 que nous avions restaurée ensemble pendant les premiers mois de nos fiançailles. Une éternité semblait s'être écoulée depuis. « Je ne veux pas continuer à discuter de ça ce soir », dit-il, me tournant le dos pendant qu'il versait le liquide ambré dans le verre. « Je suis fatiguée. Je suis fatiguée aussi, Mathieu. Fatiguée de sentir que je dois me défendre dans mon propre mariage. » Il se retourna et me regarda avec une expression que je ne sus interpréter. « Tu crois que ça peut s'arranger ?» demanda-t-il. Et pour la première fois depuis des jours, je vis une lueur de vulnérabilité en lui. Je voulais dire oui. Une partie de moi, celle qui était tombée amoureuse de son sourire, de sa passion pour l'architecture moderne, de la façon dont il chantait faux sous la douche, voulait croire que nous pouvions surmonter cela. Mais la partie rationnelle, celle qui avait été élevée par un homme pragmatique qui valorisait l'indépendance par-dessus tout, connaissait la vérité. « Je ne sais pas », répondis-je honnêtement. « Ça dépend de ce que tu veux vraiment de ce mariage. Et si tu peux te détacher suffisamment de ta mère pour prendre tes propres décisions. » Son visage se durcit à nouveau. « Ma mère veut seulement me protéger. Non, Mathieu, ta mère veut te contrôler, et à travers toi, me contrôler moi. La question est, vas-tu le lui permettre ?» Il ne répondit pas. Il retourna au canapé et alluma la télévision, mettant effectivement fin à la conversation. Je suis restée un moment de plus, attendant quelque chose qui n'est pas venu, puis je suis allée dans la chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai regardé le plafond, écoutant les bruits de la rue et pensant à mon grand-père. À la façon dont il avait construit une vie à partir de rien après avoir perdu sa femme, comment il m'avait élevée seule quand ma mère nous avait abandonnés, comment il m'avait appris à me débrouiller par moi-même. « Camille », me disait-il toujours. Dans cette vie, il y a deux types de personnes, celles qui construisent des murs et celles qui construisent des ponts. Essaie d'être des secondes, mais n'oublie jamais qu'un bon mur est parfois nécessaire. Le lendemain matin, Mathieu était déjà parti quand je me suis levée. Il avait laissé une note sur le frigo. « Je suis chez ma mère pour quelques jours. J'ai besoin de réfléchir. » Il ne mentionnait pas quand il reviendrait. Il ne demandait pas comment j'allais. Il n'exprimait ni amour ni inquiétude. Juste cette phrase froide et distante, comme si nous étions des colocataires plutôt qu'un mari et une femme. J'ai appelé le bureau et j'ai demandé ma journée. Marthe n'a pas posé de questions quand elle a entendu ma voix brisée. Elle m'a juste dit de prendre soin de moi et de prendre le temps dont j'avais besoin. J'ai passé la matinée en pyjama, buvant du thé et regardant par la fenêtre, voyant la vie passer dans la rue, comme si elle appartenait à un autre monde. En milieu d'après-midi, Hélène a appelé. J'ai laissé le répondeur se déclencher et j'ai écouté son message en buvant un verre de vin assise sur le sol de la cuisine. « Camille, c'est Hélène. Mathieu est avec moi et il est très affecté par tout ça. Je pense que nous devrions parler en adulte et trouver une solution qui bénéficie à tout le monde.
Appelle-moi quand tu pourras. Son ton faussement conciliant m'a donné la nausée. Je ne l'ai pas rappelé. Au lieu de ça, j'ai appelé Maître Renaud. J'avais besoin de savoir exactement quelles étaient mes options si je décidais que ce mariage n'avait pas d'avenir. Légalement, vous êtes dans une position très solide, m'a-t-il assuré après m'avoir écouté. Les appartements sont protégés par la fiducie, et étant donné que vous êtes mariés depuis moins d'1 an et qu'il n'y a pas d'enfant, un divorce serait relativement simple. Et émotionnellement ? Demandai-je, bien que je sache qu'un avocat n'était pas la bonne personne pour cette question. Maître Renaud fit une pause, et quand il parla, sa voix avait un ton plus personnel, moins professionnel. Camille, j'ai connu votre grand-père pendant plus de 40 ans. C'était un homme qui valorisait la loyauté et l'honnêteté par-dessus tout. Je ne l'ai jamais vu regretter de s'éloigner de personnes qui ne partageaient pas ses valeurs, même si c'était douloureux au début. Après avoir raccroché, j'ai regardé autour du petit appartement que Mathieu et moi avions décoré ensemble. Les photographies de notre lune de miel dans la région de Bordeaux, les livres partagés sur les étagères, le canapé où nous avions passé des après-midi entiers à regarder des séries et à manger du pop-corn. Tous ces souvenirs semblaient maintenant appartenir à d'autres personnes, à une version naïve de nous-mêmes qui n'existait plus. J'ai passé les jours suivants dans un étrange état de limbe. J'allais au travail, je rentrais à la maison, je mangeais quelque chose de simple et je m'endormais en regardant des documentaires sur Netflix. Mathieu n'a pas appelé, n'a pas envoyé de message, n'a pas donné signe de vie. Une semaine plus tard, il est finalement revenu. Il avait des cernes et semblait avoir perdu du poids. Il s'est assis à la table de la cuisine pendant que je préparais du café, un rituel que nous partagions autrefois avec des rires et des projets pour la journée. J'ai beaucoup réfléchi, commença-t-il, la voix rauque, comme s'il ne l'avait pas utilisée depuis des jours. À nous, à ce qui s'est passé, à ce que je veux. J'ai posé une tasse de café devant lui et je me suis assise avec la mienne, attendant. Une partie de moi savait déjà ce qu'il allait dire, mais j'avais besoin de l'entendre de ses lèvres. « Je t'aime, Camille. » Mais il y a toujours un « mais », pensais-je. Mais je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne me fait pas assez confiance pour partager quelque chose d'aussi important. Il n'a pas mentionné les documents de sa mère. Il n'a pas mentionné son propre manque d'honnêteté. Seulement mon secret, ma prétendue trahison. « Et ta mère ?» demandai-je, en gardant ma voix calme. « Et les documents qu'elle a essayé de me faire signer sans vraiment m'expliquer ce qu'ils signifiaient ?» Mathieu soupira, passant une main dans ses cheveux décoiffés. Ma mère a seulement fait ce qu'elle croyait juste pour protéger la famille. Peut-être que son approche n'était pas la meilleure, mais ses intentions étaient bonnes. À ce moment-là, j'ai tout vu avec une clarté limpide. Mathieu ne remettrait jamais sa mère en question. Il ne verrait jamais ses manipulations pour ce qu'elles étaient. Il y aurait toujours 3 personnes dans notre mariage, et je serais toujours l'intruse, celle qui ne rentrait pas dans le moule qu'Hélène avait créé pour l'épouse parfaite de son fils. « Je comprends », dis-je simplement, parce que je comprenais vraiment. Je comprenais qui était vraiment Mathieu. Et plus important encore, je comprenais qui j'étais. Moi. J'ai déménagé 3 mois plus tard. Ce ne fut pas une décision précipitée, mais le résultat de semaines de thérapie de couple à laquelle Mathieu assistait à contre-cœur et de séances individuelles où j'ai commencé à reconstruire mon sentiment d'identité. J'ai donné un choix à Mathieu. S'engager réellement dans la thérapie et établir des limites claires avec sa mère, ou le divorce. Il a choisi l'évasion, et j'ai choisi la clarté. Nous avons divorcé par consentement mutuel. Nous avons signé les papiers dans l'étude d'un notaire neutre sur les grands boulevards, avec nos avocats respectifs présents. Mathieu semblait soulagé, comme s'il s'était débarrassé d'un poids. Je me suis demandé si ce poids, c'était moi, ou l'attente de devenir ce que sa mère voulait. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches », me dit-il alors que nous nous disions au revoir sur le trottoir, sous un ciel parisien étonnamment clair pour un mois de novembre. « Je l'ai déjà trouvé », répondis-je avec un sourire tranquille. « Je me suis trouvé moi-même. J'ai emménagé dans l'un des appartements dont j'avais hérité, celui de Montmartre. C'était un vieil appartement avec de hauts plafonds, du parquet d'origine et des fenêtres qui donnaient sur un petit square. Mon grand-père l'avait acheté dans les années 80 à une famille qui émigrait en Allemagne et l'avait gardé pratiquement intact, conservant le charme du Paris d'une autre époque. Les 3 autres appartements, je les ai gardés en location. Celui du Marais était occupé par un couple de professeurs d'université qui y vivaient depuis plus de 10 ans
et prenaient soin de l'endroit comme si c'était le leur. Celui près du parc Monceau était loué à un diplomate japonais qui passait la plupart de l'année à l'étranger, mais payait ponctuellement. Et celui de Saint-Germain-des-Prés, je l'avais transformé en location pour étudiants internationaux, qui changeait chaque semestre, mais remplissait l'immeuble de jeunesse et de différentes langues. Les loyers me procuraient un revenu supplémentaire qui, ajouté à mon travail au cabinet comptable, me permettait de vivre confortablement et d'épargner pour l'avenir. Mais plus important que la sécurité financière était la liberté que je ressentais. La liberté de prendre mes propres décisions, de décorer mon espace comme je le voulais, d'inviter qui je choisissais. Lucie a été ma bouée de sauvetage pendant ces premiers mois. Elle venait presque tous les soirs avec des bouteilles de vin et des films ridicules qui nous faisaient rire aux larmes. C'est elle qui m'a encouragée à peindre les murs du salon d'un bleu marine intense, une couleur que Mathieu aurait jugée trop audacieuse. C'est elle qui m'a accompagnée pour choisir de nouveaux meubles au marché aux puces de Saint-Ouen, des pièces avec une histoire et un caractère qui racontaient des histoires d'autres vies. Cet endroit te ressemble plus que n'importe quel autre où tu as vécu, m'a-t-elle dit un soir, alors que nous partagions une quiche et une bouteille de Sancerre sur ma nouvelle terrasse, avec vue sur les lumières de la ville. Elle avait raison. Pour la première fois depuis le départ de ma mère, je sentais que j'étais dans un espace qui reflétait qui j'étais vraiment. Pas la petite fille abandonnée, pas l'épouse prudente, mais une femme complète par elle-même. Parfois, je pensais à Hélène et je me demandais si elle avait trouvé une autre belle-fille à manipuler. Mathieu n'a pas tardé à refaire sa vie. À peine 6 mois après notre divorce, Lucie m'a montré une photo sur Instagram où il apparaissait avec une fille blonde dans un restaurant à la mode d'Oberkampf. Il avait l'air heureux, et étonnamment, ça ne m'a pas fait mal. Je lui souhaitais le meilleur, même si le meilleur pour lui signifiait rester lié aux attentes de sa mère. 1 an après la séparation, j'ai décidé de faire une petite rénovation dans l'appartement. J'ai engagé un architecte recommandé par un collègue, un homme plus âgé nommé Jacques, qui s'est avéré être l'ancien associé de mon grand-père, mentionné par Maître Renaud lorsque nous avions parlé de la fiducie. Vincent était un visionnaire, m'a raconté Jacques pendant que nous examinions les plans de l'appartement dans ma cuisine. Il achetait des biens dans des zones que personne ne considérait comme précieuses à l'époque, mais dont il savait qu'elles prendraient de la valeur avec le temps. Comment le savait-il ? Demandai-je, vraiment curieuse de cette facette de mon grand-père que je n'avais jamais complètement explorée. Jacques sourit, ses yeux se plissant au coin. Ton grand-père disait qu'il fallait regarder où il construisait les bibliothèques et les écoles, pas les centres commerciaux. Là où il y a la culture et l'éducation, disait-il, il y aura toujours de la valeur à long terme. Il m'a raconté des histoires sur la façon dont mon grand-père avait négocié chaque propriété, comment il avait aidé des familles en difficulté, en leur offrant des prix justes quand personne d'autre ne le faisait, comment il avait maintenu des loyers raisonnables, même lorsque le marché s'envolait, gagnant le respect de locataires qui restaient des décennies dans ses propriétés. Mais le plus important pour lui, c'était toi, ajouta Jacques avec un regard aimable. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait en pensant à te donner la sécurité et la liberté. 2 choses qu'il valorisait par-dessus tout. Cette nuit-là, après le départ de Jacques, j'ai sorti la boîte où je gardais les quelques photographies que j'avais de mon grand-père. Sur l'une d'elles, prise quand j'avais environ 12 ans, nous étions tous les 2 assis sur un banc du jardin du Luxembourg, mangeant des glaces et riant d'une blague oubliée. Son visage buriné par le soleil breton de sa jeunesse contrastait avec le mien, pâle et parsemé de taches de rousseur héritées de ma mère absente. Je me suis souvenu comment chaque dimanche, sans en manquer un seul, il m'emmenait sur ce même banc et me racontait des histoires sur sa vie, sur les décisions qu'il avait prises, sur les erreurs et les réussites qui l'avaient conduit à être qui il était. Il ne me donnait pas de leçons explicites. Il partageait simplement ses expériences et me laissait tirer mes propres conclusions. « La vie n'est pas facile, Camille », me disait-il souvent, « mais elle est à toi. Ne laisse personne te dire comment la vivre. » Parfois, je me demandais s'il avait prévu ce qui se passerait avec Mathieu et Hélène. Si en protégeant mon héritage avec une fiducie, il avait anticipé que quelqu'un essaierait d'en profiter. Mais ensuite, je me souvenais que mon grand-père n'était pas devin. Il était simplement un homme qui avait vu assez de la vie pour savoir que la prudence n'est jamais de trop. La rénovation de l'appartement a transformé non seulement l'espace physique, mais aussi quelque chose en moi.
Là où il y avait auparavant des murs qui divisaient des pièces petites et sombres, il y avait maintenant des espaces ouverts, pleins de lumière. Là où il y avait des portes fermées, il y avait maintenant des passages fluides. C'était comme si l'appartement reflétait mon propre voyage intérieur, abattant les barrières, laissant entrer la lumière. Un après-midi, alors que je peignais le nouveau bureau que j'avais créé là où il y avait avant un débarras plein de boîtes, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Hélène. « Camille, » dit-elle, sa voix aussi contrôlée que toujours, bien que je détecte un léger tremblement. « J'espère que tu vas bien. »« Je vais bien, » répondis-je, vraiment surprise par son appel. « En quoi puis-je t'aider » Il y eut une pause, comme si elle reconsidérait ses mots. « Mathieu se marie le mois prochain, » dit-elle finalement. « Je suis contente pour lui, » répondis-je sincèrement. « J'espère qu'il sera très heureux. » Une autre pause. « La fille, Sophie, est agréable. Elle travaille dans une banque d'investissement. Elle a un bon pédigré. » Je souris pour moi-même, imaginant ce que « bon pédigré » signifiait dans le lexique d'Hélène. Probablement une famille avec un nom à particules et une maison de vacances Saint-Tropez. Elle a l'air parfaite, commentai-je sans ironie. J'espérais vraiment que Mathieu avait trouvé quelqu'un qui le rendrait heureux, même si cette personne correspondait au moule approuvé par sa mère. Il lui a parlé des documents, continua Hélène, baissant la voix comme si elle craignait d'être entendue, de ce qui s'est passé avec toi. Ah, alors c'était ça. Hélène craignait que sa réputation ne soit en jeu, que la nouvelle belle-fille la voie comme la manipulatrice qu'elle était. « Et que veux-tu que je fasse à ce sujet, Hélène ?»« Rien, » répondit-elle rapidement. « Je voulais juste que tu saches que je regrette la façon dont les choses se sont terminées. Ce n'était jamais personnel. J'ai failli rire. Tenter de s'approprier mes biens n'était pas personnel. Manipuler son fils contre moi n'était pas personnel. Tout est personnel, Hélène, répondis-je tranquillement. Surtout quand il s'agit de famille. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Quand elle parla de nouveau, sa voix sonnait différemment, presque vulnérable. « Sophie est enceinte. Je vais être grand-mère. » Je compris alors la vraie raison de son appel. Ce n'était pas du remords ni une tentative de réconciliation. C'était de la peur. La peur que sa future belle-fille, armée de la connaissance de ce qu'elle avait essayé de me faire, la tienne à l'écart de son petit enfant. « Félicitations, » dis-je, ressentant un mélange d'émotions que je ne pouvais nommer. « Je suis sûre que tu seras une grand-mère merveilleuse. »« Je l'espère, » répondit-elle. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, Hélène Mendoza sonnait incertaine. Après avoir raccroché, je suis restée à regarder le téléphone pendant un long moment. Je ne ressentais ni colère ni ressentiment, juste une étrange sensation de clôture. Hélène n'avait plus de pouvoir sur moi, même pas le pouvoir de me faire sentir de la rancune. C'était libérateur. Ce soir-là, assise sur ma terrasse sous un ciel étoilé, j'ai pensé à tout ce que j'avais appris au cours des 2 dernières années. Sur la famille, sur l'amour, sur la confiance. Sur la façon dont certaines personnes construisent des empires pour contrôler les autres, tandis que d'autres construisent des refuges pour libérer. Mon grand-père avait construit son petit empire en silence, non pas pour se vanter ou contrôler, mais pour créer un espace de liberté pour sa petite fille. Un espace où je pourrais prendre mes propres décisions, commettre mes propres erreurs, vivre ma propre vie. J'ai rempli les murs de mon appartement de lumière, de livres et de rires. Non pas de secrets, mais de force. Ma vie était mienne, et je la protégeais férocement. Certaines personnes construisent des empires à grand bruit. J'avais construit le mien en silence. Je pense encore à Hélène parfois. Je me demande si elle a appris quelque chose de tout cela. Si elle sera capable d'aimer son petit enfant sans essayer de le contrôler. Peut-être que oui, peut-être que non, mais ça ne m'importe plus. J'ai la paix, et la paix, comme la propriété, se protège mieux quand on sait exactement qui on laisse entrer par la porte. La dernière fois que j'ai visité la tombe de mon grand-père, au cimetière du Père-Lachaise, je lui ai apporté un bouquet de roses rouges, ses préférées. En déposant les fleurs près de sa simple pierre tombale en granit, je lui ai murmuré « Tu avais raison, grand-père. Certains cadeaux se savourent mieux en silence. » Le vent a doucement agité les arbres voisins, et un instant, j'ai eu l'impression qu'il me répondait, comme s'il me disait qu'il était fier, non seulement que j'ai protégé mon héritage, mais que j'ai trouvé ma propre voie, mon propre chemin. Maintenant, 2 ans après le divorce, j'ai trouvé un équilibre que je n'aurais jamais cru possible.
Mon travail au cabinet comptable a évolué. Je me suis spécialisée dans le conseil aux femmes entrepreneurs qui, comme moi, recherchent la sécurité financière et l'indépendance. Les loyers des appartements me permettent de vivre confortablement, mais ce qui me rend vraiment heureuse, c'est de pouvoir aider d'autres à trouver leur propre chemin. Parfois, quand je me promène dans les rues de Paris au crépuscule, quand la ville se teinte de doré et que les ombres s'allongent, je pense au chemin que je n'ai pas pris. Je me demande ce qu'aurait été ma vie si j'avais signé ces documents, si j'avais cédé aux pressions d'Hélène, si j'étais restée dans un mariage où je n'étais pas pleinement valorisée. Mais ces pensées durent peu. Car chaque fois que je rentre dans mon appartement, chaque fois que je tourne la clé dans la serrure et que j'entre dans cet espace qui est entièrement mien, je ressens une profonde gratitude. Gratitude envers mon grand-père, qui m'a donné plus que des biens. Il m'a donné l'opportunité d'être libre. Et gratitude envers moi-même, pour avoir eu le courage de la saisir. Certaines nuits, quand la ville se calme, et que le seul son est le murmure lointain de la circulation, je m'assois sur ma terrasse avec un verre de vin, et je pense à toutes les femmes qui, comme moi, ont dû se battre pour leur indépendance. Des femmes qui ont dû défendre leurs droits, leurs biens, leur dignité. Et je me sens faire partie de quelque chose de plus grand, d'une longue lignée de résistance silencieuse mais inébranlable. Mon grand-père disait que la vraie richesse ne se mesure pas en propriété, mais en liberté. Tu peux avoir tous les appartements de Paris, disait-il. Mais si tu n'es pas libre de décider de ton propre destin, tu n'as rien. Maintenant, je comprends parfaitement ce qu'il voulait dire. J'ai 4 appartements à Paris, mais ma vraie richesse est la liberté que j'ai gagnée. La liberté de vivre selon mes propres termes, de construire des relations basées sur le respect mutuel, de créer un foyer qui soit vraiment le mien. Et quand je regarde en arrière, à cet après-midi où Hélène a débarqué à ma porte avec un notaire et un sourire calculateur, je ne ressens ni colère ni rancune. Je ressens de la gratitude. Parce que ce moment, cette tentative de me contrôler, a été en réalité le catalyseur qui m'a amené à réclamer mon pouvoir. La vie réserve bien des surprises, comme dirait mon grand-père. Et parfois, ce qui semble être une menace finit par être une opportunité déguisée. Une opportunité de grandir, de se renforcer, de trouver sa voie. Et ma voix, maintenant, est claire et ferme. Elle n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Elle n'a pas besoin de secrets pour se protéger. Elle a seulement besoin de la vérité, simple et puissante. Je suis maîtresse de ma vie, de mes décisions, de mon avenir. Et cela, plus que toute propriété, est le véritable héritage de mon grand-père.